bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition du Great Talk de l'année 2021. Nous avons une séance vraiment très intéressante d'actualité. La Genève internationale pendant et après le Covid-19, du point de vue des deux communautés, celle des Genevois et celle des internationaux. Et je pense que c'est un sujet qui nous touche à tous, pas seulement à Genève. Nous sommes tous dans cette période inquiets pour notre santé individuelle et de nos proches, mais aussi pour la santé collective, pour le bien-être de tout le monde, pour l'économie et pour les relations entre les pays. Alors, contrairement à des villes où les choses se passent par hasard, ici à Genève, rien ne se passe par hasard. Et ce qui se passe à Genève ne reste pas à Genève, a un impact sur le monde. Alors, l'analyse qu'on va voir avec les panélistes, c'est quelque chose d'important pour avoir une petite idée de ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans cette situation très spéciale dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons un panel de luxe. On a Prisca Chaoui, secrétaire exécutif du Conseil de coordination du personnel de l'Office des Nations Unies à Genève, qui s'occupe des questions relatives au personnel, comme le fonds de retraite. Il s'organise des réunions générales, fait les suivis des fonctions, comment vivent les confinements de fonctionnaires et quelles sont leurs conditions de travail. Et Prisca, elle est aussi membre du comité de rédaction de UN Today, la publication officielle des fonctionnaires internationaux, qui nous donne l'opportunité aussi de contribuer dans chacun de leurs numéros. Nous, on a aussi du côté local, M. Serge Mimouni, directeur adjoint du département de la cohésion sociale et de la solidarité. Le département de la cohésion sociale est chargé de la majeure partie des politiques sociales du canton et il a notamment la responsabilité de l'ensemble des prestations sociales et des allocations sous conditions de ressources. La ville de Genève a été un partenaire très important de Greycells. Ils ont notamment participé au dialogue intergénérationnel avec lequel on a commémoré notre 10e anniversaire au Palais des Nations, et il va nous donner le point de vue des locaux. Et puis, on a aussi l'ambassadeur, M. Salman Bal, directeur du Centre d'accueil de la Genève internationale, CAGI, une proportion de sa formation pratique pour vivre à Genève, sur le logement, sur les assurances, sur la santé, sur la médecine, sur l'éducation en ville. Il gère une bourse d'emploi des ONG, une bourse de logement, une bourse d'emploi des domestiques privés. Et bien sûr, on a un agenda culturel avec les activités comme Cine ONU, Pechakucha et Mix and Mash. Et notre modératrice ce soir, c'est Assiyadeh Poltier-Moutal, responsable du projet de changement de la perception de l'Office des Nations Unies à Genève. Et c'est un projet de changement de la perception de la Genève internationale qui a été lancé par l'ancien directeur général Michael Muller au début des années 2014 et avec lequel Mme Tatiana Valovaya soutient et présente toujours avec beaucoup de fierté. Et le Perception Change Program, les programmes de changement de perception, suit les efforts de changement et d'articulation autour des trois axes principaux: rendre l'information accessible, changer les récits, promouvoir le travail des organisations basées à Genève et promouvoir les objectifs de développement durable et l'expérience individuelle. Et là, des produits comme le Geneva Data, SDG Mapping, Storybook, les livres recettes pour la paix, les droits et le bien-être, infographie d'impact, Jeune Reporter et Kids Want to Know. Alors, merci beaucoup d'être avec nous et je passe la parole à notre modératrice, Assiyadeh Poltier. Pardon, j'étais en mute. Merci beaucoup Alejandro, merci beaucoup pour la présentation. Merci Greycells de m'avoir invité à modérer ce premier Great Talk de l'année en présence de trois invités de luxe, comme tu as très bien dit, de marque, sur un sujet qui nous préoccupe tous les jours depuis le début de la pandémie en mars de l'année dernière.
La Genève internationale connaît un ralentissement forcé depuis le début de la pandémie et la majorité des rencontres, des conférences, des négociations en présence ont été annulées et ce ralentissement se fait sentir un peu partout à Genève. Le titre du Great Talk ce soir est la Genève internationale pendant et après la Covid-19 du point de vue de deux communautés, celle des Genevois et celle des internationaux. En dépit de l'impact sans précédent de cette crise, la Genève internationale et la Genève locale ont déjà démontré un grand sens des responsabilités et ont su unir leurs forces afin de faire face aux conséquences de la pandémie de façon solidaire. Nous allons essayer, grâce aux interventions de nos trois panélistes, de répondre à quelques questions telles que quelles ont été les politiques mises en place par les autorités genevoises pendant cette pandémie, dans quelles mesures et comment a-t-on réussi à continuer les activités professionnelles et commerciales, ainsi que le travail des délégués, des ONG et fonctionnaires internationaux? Quel a été l'impact économique, social et psychologique de cette période difficile? Quelles mesures sont nécessaires pour faciliter le retour à la normalité et de quelle normalité s'agit-il? Et à la fin, est-ce que la Genève internationale devra se réinventer et si oui, comment? Donc, je vais vous donner le format de cette session. Les trois panélistes feront chacun une présentation de 8 à 10 minutes. On écoutera les présentations et après, il y aura des questions du public, on posera des questions. Et donc, je vous demanderai déjà de poser quelques questions sur le chat, mais non, on peut les faire directement aussi. Manuela va m'aider à modérer cette partie-là. Et ainsi, on va essayer de répondre au plus grand nombre d'entre elles. Donc, je me permets de commencer avec Monsieur Serge Mimouni de la ville de Genève. Serge, la parole est à vous. Bonjour et merci pour l'invitation à venir parler de Covid-19 et de l'impact que la communauté internationale à Genève. Je vous proposerai donc une intervention en quatre temps. Tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler le contexte institutionnel dans lequel s'est déroulée la gestion de la crise, notamment eu égard à la répartition des compétences entre la Confédération, les cantons et les communes qui ont vraiment eu un impact sur comment est-ce que ça s'est déroulé depuis le mois de mars. Dans un deuxième temps, je parlerai des mesures qui ont été déployées par les autorités cantonales et communales, et notamment donc, comment nous avons fait face à la crise, quelles ont été les mesures concrètes qui ont été déployées pour protéger la population, mais également soutenir l'économie et soutenir les personnes en situation de précarité. Dans un troisième temps, c'est un peu le champ d'activité du département dans lequel je travaille. On va parler vraiment de la précarité, de l'aide alimentaire qui s'est déployée à Genève, notamment avec le soutien de plusieurs personnes qui travaillent dans la communauté internationale. Et puis enfin, j'évoquerai les mesures à prendre pour le futur, notamment dans le champ du social. Tout d'abord, donc un point, je pense, important que nous devons rappeler, c'est que le champ d'action du Conseil fédéral en matière de lutte contre les épidémies est déterminé par la loi sur les épidémies. Et à ce titre-là, lorsqu'il y a une situation qui est une situation extraordinaire, le Conseil fédéral peut centraliser toute une série de mesures pour protéger la population. Et du coup, en fait, les compétences cantonales deviennent des compétences résiduelles. C'est ce qui s'est passé donc, depuis mi-mars, où la situation donc, a été qualifiée d'extraordinaire. Et à ce titre, donc, le Conseil fédéral peut prendre une série de décisions, ce qui fait en fait que pour les cantons et les communes, la gestion est relativement complexe, puisque finalement, au gré de l'évolution de la pandémie, lorsque le Conseil fédéral prend des décisions, eh bien, il centralise la décision et les cantons, du coup, viennent de manière subsidiaire intervenir dans différents champs d'activité. Hop là. J'ai été interrompu. Il y a eu un appel téléphonique. Vous m'entendez? Oui, excusez-moi. Il y a eu un appel téléphonique en même temps. Je suis sur mon téléphone, c'est un peu compliqué. Donc, à partir de début mars, nous avons
une série de décisions du Conseil fédéral qui ont interdit les rassemblements de plus de 100 personnes, qui a fermé les écoles, qui a également mis un terme à plusieurs manifestations qu'ils a reportées ou annulées, telles que le Salon de l'automobile, par exemple, qui devait avoir lieu à Genève, qui a été, je pense, une bonne décision dans la mesure où vraiment ça aurait été un cluster important au niveau de la Suisse, mais au niveau également international. Au niveau du canton, le dispositif de gestion de crise s'est mis en place et nous avons une organisation qui s'appelle ORCA, qui est l'organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle et qui permet aux autorités cantonales de centraliser les décisions, d'avoir une gestion, je dirais, verticale de la crise, parce qu'il faut prendre des mesures très rapidement pour protéger la population. Et au niveau de la ville, on a un dispositif similaire qui nous permet d'opérationnaliser rapidement différentes décisions pour protéger la population. Premier train de mesures qui a été mis en place par les autorités cantonales sont des mesures de protection de la population, avec la fermeture donc, des différents établissements publics, la suspension des services religieux, des activités économiques en relation avec la personne qui ont été également interdites, notamment l'activité de coiffeur, etc., report des activités sportives et des compétitions sportives, fermeture des établissements scolaires. Ça, c'était au mois de mars dernier, je ne m'étends pas trop là-dessus. Mais effectivement, je dirais rapidement quand même ces mesures de confinement qui ont été prises, je dirais, dans la foulée des autres pays européens. On n'était pas les premiers, on n'était pas les derniers. Voilà. Donc une première, je dirais, phase de crise qui a été relativement bien gérée par les autorités fédérales et cantonales. Deuxième train de mesures, c'est évidemment toutes les mesures liées à la santé, les HUG qui ont déployé vraiment leur capacité, non seulement à la OHUG, mais également dans différents établissements de santé à Genève, et qui ont permis d'accueillir l'ensemble des patients. C'était un enjeu qu'on avait au début de la crise. Est-ce qu'on aurait les capacités d'accueil? On les a eues pour les personnes, je dirais, qui étaient touchées par le Covid, mais même une capacité à accueillir également des patients venant de France, notamment de Mulhouse, qui ont pu être accueillis aux soins intensifs à Genève. Il y a également eu une large politique de communication qui a été déployée pour sensibiliser la population aux gestes barrières. Et puis, on a réquisitionné différents intervenants externes, notamment la protection civile, qui est intervenue pour prêter main forte au HUG pour l'accueil des patients, mais également pour la ville de Genève. La protection civile nous a permis d'accueillir les personnes sans abri à la caserne d'Evernay qui a été réquisitionnée pour accueillir les personnes sans abri et sans domicile. Troisième train de mesure qui a été important, c'était la protection des aînés, puisque nous avons déployé en coordination avec le département de la cohésion sociale cantonale un plan de solidarité communale qui a permis en fait d'assurer les repas à domicile, les courses à domicile, également le suivi social à distance pour les aînés. Donc, leur permettre de rester, dans un premier temps, en tout cas, à la maison, puis d'assurer la subsistance par rapport à cela. Nous avons également eu un certain train de mesure par rapport à l'économie et à l'emploi. Vous savez que le groupe d'experts de la Confédération prévoit un recul de 3,3% du PIB pour 2020, qui est le plus fort enregistré depuis 1975, et avec un taux de chômage qui va fortement augmenter, puisqu'il va se situer, en tout cas au niveau suisse, à 3,5% contre 2%. Ça paraît très bas, mais ça n'inclut pas le taux d'aide sociale. La définition du taux de chômage au niveau suisse, c'est vraiment les personnes qui cherchent un emploi avant de tomber à l'aide sociale. Si on inclut l'aide sociale, ça fait quand même un taux de chômage de 7% au niveau suisse. Donc, situation économique également donc à Genève relativement critique, puisque donc, on sera à un taux de chômage de 5,4% contre 3,9% en 2019. Avec des secteurs touchés qui sont les secteurs de l'hôtellerie, du secteur financier et des assurances. Et compte tenu de ce contexte, une série de mesures ont été prises par le canton. Au total, 225 millions de francs ont été injectés dans le soutien à l'économie. Ça va concerner une exonération des baux commerciaux, un soutien au tourisme, un soutien aux établissements nocturnes contraints à la fermeture, des émoluments divers et variés. Je ne m'étends pas dans le détail, mais beaucoup de mesures donc, déployées. Et puis également donc, les mesures de chômage partiel qui concernent un actif sur 4.
pour un total de 850 millions pour 12 800 entreprises. Il y a également des mesures de soutien à l'éducation et à la culture qui ont été amenées à un niveau plus faible. Par contre, au niveau de la culture, à un montant de 16 millions. Concernant plus le champ du social que je connais, que je pilote, peut-être un arrêt sur image, notamment eu égard à la question vraiment de quel a été l'impact économique, social et psychologique de cette période. Donc, au-delà de l'infection virale, donc la pandémie a eu des effets sociaux importants. Et on ne peut pas ne pas évoquer les images frappantes de milliers de personnes qui ont fait la queue tous les samedis matins à la patinoire des Vernets pour avoir accès à un sac de nourriture d'une valeur de 20 francs. Ces images ont fait le tour du monde. Elles ont été diffusées dans le New York Times, dans le Guardian, dans le journal Le Monde en France, dans le journal Libération notamment. Alors, pourquoi ces images ont été diffusées aux quatre coins de la planète? C'est qu'il y avait vraiment un complet décalage entre l'image traditionnelle d'une Suisse riche et prospère et puis des personnes qui font 3 heures d'attente pour avoir accès à quelques denrées alimentaires. Mais également, ces images ont montré que c'était non seulement des personnes sans papier qui étaient en difficulté, mais c'était également des personnes suisses, je parlerai après de statistiques, qui devaient vraiment faire la queue pour avoir accès à une aide alimentaire, alors qu'effectivement, on est quand même dans un pays qui est un des plus riches au monde. Donc, tout d'abord, comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Tout d'abord, il y a eu un premier, évidemment, un certain nombre d'inégalités dans notre canton, inégalités sociales d'accès à l'emploi, d'accès à des conditions de vie de qualité, qui sont exacerbées par un coût de la vie élevé. Loyer, assurance maladie, alimentation. Une étude de The Economist parue en novembre dernier signale que Genève est la 7e ville la plus chère au monde, au même niveau que New York, mais plus chère que Copenhague, plus chère que Los Angeles, que Tokyo ou que Londres. Donc là, on a également un élément vraiment structurel qui fait que des personnes en situation d'emploi précaire, qui n'ont pas de contrat de travail, qui du jour au lendemain sont licenciés, n'ont plus de source de revenus et se trouvent vraiment dans une situation de grande précarité. C'est ce qui s'est passé au mois de mars dernier du fait de cette crise sanitaire que nous avons connue. Deuxième élément qui est important, c'est que les personnes n'avaient pas non plus accès, ces personnes qui étaient concernées par ces distributions alimentaires, n'avaient pas accès aux aides fédérales, voire cantonales, qui offrent un filet social et de ce fait, elles se sont donc retrouvées du jour au lendemain sans aucune source de revenus et il a fallu donc avoir une mobilisation très importante des autorités, mais également des institutions partenaires pour faire face. Nous avons également connu et vécu un magnifique élan de solidarité et de soutien exceptionnel des Genevoises et des Genevois qui se rendaient chaque vendredi pour faire des dons. On a eu jusqu'à 1000 dons par week-end, mais également des membres de la communauté internationale qui se sont mobilisés comme bénévoles et également pour faire des traductions sur site pour les personnes dans le besoin. J'aimerais également relever que de nombreux fonds privés sont venus financer cette opération. Alors, comment comprendre ce qui s'est passé? Plusieurs enquêtes ont été conduites par les IHUG, mais par les médecins sans frontières sur site. Et donc, des questionnaires ont été administrés aux personnes qui étaient dans la file. Et nous avons tout d'abord constaté que si au début, on avait une majorité de personnes sans papier qui étaient présentes, au fur et à mesure, ce sont des personnes en situation régulière qui venaient aux distributions alimentaires et que lors de notre dernière distribution au mois de juin, le 6 juin, 75% des personnes étaient des personnes qui avaient accès à des droits sociaux et qui pouvaient donc bénéficier d'aides sociales. Mais ce sont des personnes qui, de manière générale, ne souhaitent pas avoir accès à des aides financières, soit parce qu'elles n'ont pas l'information sur ces aides, soit parce qu'elles ne se sentent pas légitimes pour avoir accès à ces aides. Le deuxième élément que nous avons constaté, c'était que ces personnes, en fait, vivaient dans des situations de logement très précaires, avec une surdensité. C'est-à-dire, en fait, qu'on avait des personnes qui vivaient en moyenne avec 2 personnes par pièce. Et cela complexifie fortement, en fait, la protection sanitaire en situation de Covid. Et de ce fait,
le virus se diffusait 3 fois plus parmi cette population que parmi la moyenne de la population genevoise. Nous avons également constaté, grâce à ces études, que les personnes étaient vulnérables car elles avaient peu de réserves financières, c'est-à-dire en fait que ces personnes avaient en moyenne 2 mois de réserves financières, mais qu'elles ne pouvaient pas subvenir au-delà de 2 mois. C'est la raison pour laquelle elles ont vite sollicité l'accès à une aide alimentaire. Voilà, on a également identifié que donc 2 tiers de ces personnes qui faisaient des aides, qui recouraient aux aides alimentaires, étaient des personnes qui ont dû réduire leur alimentation, notamment passer un repas par jour, et que 10% des enfants ont également été impactés par cela, faute de moyens financiers de leurs parents. Alors, quelles ont été les réponses des autorités durant cette période? Tout d'abord, on a mis en place une magnifique coordination avec des institutions partenaires dans le champ du social, de l'aide alimentaire et de la santé, avec une très forte mobilisation notamment de la Banque alimentaire Partage, des Colis du Cœur, des HUG, des Médecins sans frontières, mais également d'associations telles que Caritas et les centres sociaux protestants. Nous avons également, alors dans un deuxième temps, obtenu des financements publics, pas tout de suite, mais dès le mois de juin, 5 millions votés par le Grand Conseil pour financer l'aide alimentaire, 12 millions pour indemniser les personnes qui ont perdu leurs revenus et 7 millions pour les personnes sans abri du fait d'un vote favorable du Conseil municipal. Comme je le mentionnais avant, de nombreux financements privés sont venus aider les personnes dans le besoin, notamment au travers de la chaîne du bonheur et d'un beau partenariat que nous avons également établi avec la Swiss Foundation, qui rassemble des institutions donatrices qui ont vraiment mobilisé beaucoup d'argent dans ce cadre-là. Suite au mois de juin, l'aide alimentaire a été décentralisée dans les communes. Et puis aujourd'hui, nous avons 7000 personnes, alors que nous en avons 3400 au mois de juin, qui sont soutenues par les Colis du Cœur, qui distribuent donc des colis alimentaires chaque semaine. Cette opération nous a également permis de faciliter l'accès aux soins de santé aux personnes dans le besoin, puisque sur site, à la patinoire des Vernets, les HUG offraient un test Covid gratuit. Et puis que nous avions également, grâce au HUG, la capacité à fournir des conseils santé à ces personnes dans le besoin et à faciliter l'accès aux soins de santé. Quelles sont les mesures pour le futur pour faciliter un retour à la normalité au plan du social? Je pense qu'un des premiers éléments, en tout cas, c'est de garantir un accès à une alimentation de qualité. Donc, nous le faisons en ce moment par des distributions alimentaires sur tout le territoire du canton, mais également par un financement aux entités associatives qui font elles-mêmes de l'aide alimentaire ou qui fournissent des repas à emporter. Deuxième élément, c'est de poursuivre les mesures relatives au chômage technique et les soutiens accordés aux indépendants pour les soutenir durant cette crise. Comme évoqué tout à l'heure, il y a également la question du non-recours à l'aide sociale. Il faut que nous améliorons l'information sociale auprès de ces publics, que nous passions au travers des communautés, au travers des églises, au travers des différents réseaux pour assurer vraiment une bonne diffusion de l'information sociale et faciliter l'accès à l'aide financière. Et puis, le quatrième élément que nous avons quand même relevé, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui sont très qualifiées, mais dont les diplômes ne sont pas reconnus. Et là, il y a vraiment un travail, je dirais, à plus long terme, de reconnaissance des acquis de la formation qu'il convient de déployer au niveau du canton de Genève. Merci pour votre attention et puis je suis évidemment à disposition pour les questions à venir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mimouni, et merci beaucoup pour cette présentation très claire et très ouverte sur les situations à Genève et dans toutes ces phases. Et enfin, avec en nous montrant une réponse très rapide de la part des autorités. Donc, on va venir aux questions après les 3 présentations. J'aimerais donner la parole maintenant à Priska Chaoui qui va nous donner un petit peu le point de vue de l'Office des Nations Unies à Genève. Priska. Oui, merci Aziadé. Et puis,
J'aimerais remercier aussi Monsieur Mimouni pour ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Et puis j'aimerais vous dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a un lien entre les fonctionnaires internationaux et la ville de Genève. Et j'en veux pour preuve la collecte que effectivement on a effectuée au sein des Nations Unies et à travers laquelle on a pu verser à l'association Partage 40 000 francs d'aide afin de les soutenir dans les actions qu'ils ont menées et qui ont été fortement suivies et appréciées aussi, je pense, par la communauté locale. Donc, je voudrais tout d'abord commencer cette présentation en vous donnant quelques chiffres, des chiffres en fait que j'ai collectés suite à un sondage que le Conseil de coordination, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat des fonctionnaires des Nations Unies qui représente donc 4000 fonctionnaires qui sont employés à l'Office des Nations Unies à Genève. Donc, on a effectué un sondage au mois de décembre par rapport à l'impact de la pandémie sur les fonctionnaires internationaux. Et puis, je voudrais juste citer quelques chiffres qu'on a pu rassembler à travers ce sondage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les chiffres qui peuvent être parlants pour notre audience ce soir. Donc, l'enquête, le sondage qu'on a fait a montré que 2/3 des fonctionnaires ont dit avoir souffert dans leur bien-être suite à la pandémie. 80% ont dit qu'ils avaient envie de socialiser, d'être en contact avec les autres, et 60% restaient positifs par rapport à leur travail. J'ai commencé par vous donner ces chiffres, pas parce que je suis friande de chiffres, contrairement à vous, Monsieur Mimouni, qui avait pris la parole avant moi, mais parce que tout cela pour vous dire que finalement, il ne faut pas dire que l'impact de la pandémie a été tellement différent pour les fonctionnaires internationaux par rapport à la population locale ou par rapport à toutes les personnes, parce que je pense qu'on est tous égaux. Et j'aimerais bien, de prime abord, dire qu'on est tous dans le même bateau dans la pandémie. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à traiter les questions auxquelles je dois répondre aujourd'hui de par ma position en tant que représentante du personnel, j'aimerais remercier Graysel qui m'a invitée à prendre part à ce panel. Je peux dire que je suis très admirative de Graysel et j'ai décidé, bien que je sois encore loin de la retraite, d'en faire partie quand je quitterai les Nations Unies. Donc, je vous félicite pour tout votre travail et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à ce panel. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet et puis répondre évidemment aux questions qui me concernent, puisque effectivement, comme vous voyez des questions du panel, il y a des questions auxquelles M. Mimouni et son Excellence l'ambassadeur Ball vont répondre. Donc, je vais parler de l'impact de la pandémie sur les activités professionnelles, aussi sur le bien-être des fonctionnaires internationaux, et je voudrais parler du retour à la normalité, un retour, je pense, qui est encore reporté suite aux décisions qui ont été prises aujourd'hui par le Conseil fédéral, comme vous le savez, de refermer les commerces non essentiels et donc de faire de ces mesures des mesures un peu plus restrictives. Donc, il faut juste, avant que je donne plus d'informations, vous dire que le télétravail existe dans les règles des Nations Unies. C'est vrai que parfois on a tendance à dire les Nations Unies sont à la traîne, ils ne sont pas aussi avancés que le secteur privé, mais nos règles et nos politiques actuelles prévoient le télétravail. Et elle le prévoit et on est bien d'accord. Je parle ici des fonctionnaires de l'Office des Nations Unies à Genève, donc je ne peux pas prétendre que je parle au nom des autres institutions spécialisées. Donc le télétravail dans les règles de l'ONU est prévu jusqu'à 3 jours. Et puis jusqu'à maintenant, il y avait certains fonctionnaires, surtout des femmes ou d'autres qui ont des contraintes personnelles, qui se prévalaient de cette option de télétravail jusqu'à 3 jours, quitte à ce que cela ne touche pas leur travail et que leur fonction leur permette de le faire. Or, le 16 mars est venu, je pense que tout le monde a pris tout le monde en surprise, bien qu'il y avait déjà eu des préparations de la part de notre directrice générale, Madame Valovaya, parce que comme vous le savez, en janvier, on avait déjà commencé à parler de la pandémie et puis il y avait eu déjà des préparatifs, mais évidemment, dans la mentalité et dans l'esprit des fonctionnaires, ça n'allait pas peut-être se passer dans l'immédiat. Or, le 16 mars est arrivé, le confinement général a été décidé et le télétravail a été imposé à tous les fonctionnaires internationaux. Alors l'idée qu'on a, et suite à ce que j'ai dit, est-ce que les fonctionnaires internationaux ont continué à travailler?
Ma réponse est oui. Les services d'informatique aux Nations Unies se sont mis immédiatement à la tâche pour fournir l'assistance nécessaire afin que toutes les activités continuent. Elles ont continué tant bien que mal en ligne, mais je peux dire que personne n'a chômé. Et j'aimerais dire aussi que contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'évidemment les activités à l'extérieur, je dirais économiques, elles ont été ralenties, tout a été au point mort. Ben, il y a eu certaines entités comme par exemple l'Office des Nations Unies, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, qui a vu sa charge de travail augmenter, si ce n'est pas doubler, puisque la question des violations des droits de l'homme est devenue au cœur de beaucoup de discussions du fait de la pandémie de la COVID-19. Et ce n'est pas ça dont je vais parler, mais je pense que vous êtes au courant que voilà, vous avez certainement au courant des violations des droits de l'homme du fait de la pandémie dans beaucoup de pays. Donc là, le travail de ces collègues ont augmenté. Ceux qui n'ont pas vu leur travail augmenter l'ont vu continuer et on a continué à travailler. Il est évident que je ne peux pas prétendre que tout le monde a des fonctions aujourd'hui qui se traitent au télétravail. Donc la majorité des fonctionnaires internationaux ont des activités qui se traitent au télétravail, mais il y en a, bon, ceux qui sont responsables de la maintenance du bâtiment. Comme vous savez, on a quand même un grand bâtiment qui demande beaucoup de personnes qui doivent être derrière et ces personnes ont répondu présentes, de même que les agents de sécurité. Il y a une fonction qui a été impactée et j'en fais moi-même, je fais partie de cette profession, c'est celle des interprètes. Je suis moi-même à la base interprète de conférences et puis comme vous le savez très bien, les interprètes jouent un rôle clé dans tout ce qui est multilatéralisme et dans tout ce qui est multilinguisme, puisque sans les interprètes aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir les ponts entre les différentes cultures, on n'aurait pas pu avoir la compréhension entre tous ceux qui prennent part aux conférences organisées par la Genève internationale. Eh bien, ces interprètes, du jour au lendemain, ont vu leur manière de travailler changer. Ils n'ont pas arrêté de travailler. Ils ont dû travailler, je veux dire, avec des orateurs qui parlaient derrière un écran, avec parfois la qualité du son qui n'était pas parfaite malgré tous les efforts qui ont été faits. Et cela ne dépend pas de l'ONUG ou de qui que ce soit, sauf que la technique n'est pas assez avancée. Et je pense qu'on l'a vu, on le voit toujours dans les conférences en ligne. Il y a parfois le son qui n'est pas clair. Et le son pour un interprète est primordial pour qu'il puisse effectuer son travail. Donc, malgré tout cela, les interprètes, tout le monde a répondu présent pour continuer à avancer dans la réalisation du mandat des Nations Unies. Évidemment, il y a un sujet, et je pense, Manuel, j'ai vu vos commentaires hier sur Facebook, qui est la diplomatie en ligne. Parce que, comme vous le savez, Genève, donc le Palais des Nations, est le centre de beaucoup de centaines de conférences annuelles. C'est le lieu où tout le monde se retrouve pour résoudre les problèmes du monde, si je peux dire. Alors là, toutes ces personnes-là qui sont dans la diplomatie, qui apportent le soutien pour que la diplomatie fonctionne, donc qui sont derrière là pour organiser les conférences, eh bien, elles ont dû aussi s'adapter et puis tenir des conférences de secrétariat de certaines conventions, des conférences de plusieurs entités des Nations Unies ont continué de manière virtuelle. Mais là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse en disant que bien que plein de choses aujourd'hui peuvent se passer en ligne, comme la preuve, c'est notre réunion cette année, elle est en ligne. La diplomatie n'est pas faite pour être en ligne, parce que pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas la diplomatie, vous savez très bien que tout ne se passe pas dans les salles de conférence ou à travers les déclarations officielles qui sont faites par les délégués qui représentent leur pays, mais plein de choses se passent je veux dire, en parallèle des réunions. Ça se passe en marge des réunions, autour d'un café. Tous les accords, tous les différends, je dirais, sont résolus en dehors de ces conférences. Et donc, prétendre aujourd'hui que la diplomatie peut devenir une diplomatie en ligne et que les Nations Unies peuvent continuer à travailler en ligne, je pense que c'est un mythe dont il faut qu'on se débarrasse.
J'aimerais, donc là j'ai parlé des fonctionnaires, j'aimerais bien parler de l'impact de cette pandémie sur leur bien-être. Comme je l'ai déjà dit au début, je pense qu'on était tous dans le même bateau. Oui, beaucoup de gens ont souffert d'être renfermés chez eux, de devoir travailler sans être en contact avec leurs collègues. Et comme notre directrice générale l'a toujours très bien dit, ce n'est pas le fait de produire ou de faire des rapports, mais c'est le fait d'être en contact avec ses collègues dont tout le monde a besoin au bout du compte. Et donc, il y a eu des gens, des fonctionnaires, et j'en suis peut-être une, qui ont travaillé non-stop parce que je pense qu'on tombe dans une vie où tout se mélange, la vie personnelle et professionnelle, et on travaille. Donc, cela a certainement eu un impact sur le bien-être des personnels, tout comme toutes les personnes autour de nous et partout dans les pays. J'ai parlé des fonctionnaires qui ont donc des contrats avec les Nations Unies, qui sont établis, les fonctionnaires internationaux, mais il y a le personnel des Nations Unies qui ne comprend pas uniquement ces fonctionnaires, parce qu'il y a les consultants, comme vous le savez, et il y a les stagiaires. Et là, j'aimerais dire que pour les consultants, comme je l'ai dit, donc, il y a eu des entités qui ont vu leur travail doubler, d'autres ont vu leur travail se stabiliser. Du coup, certaines entités n'ont plus eu recours à des consultants. Et évidemment, c'est une catégorie de personnel qui s'est retrouvée sans travail du jour au lendemain. Il y a aussi les stagiaires. Et là, vous savez très bien, moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière aux Nations Unies en étant une stagiaire. Donc, j'ai pu partir de mon pays, j'ai pu accéder à un stage à l'UNESCO. Et si j'étais pas passée par là, je ne serais pas aujourd'hui ici, je ne serais pas aujourd'hui fonctionnaire des Nations Unies. Donc, ces stagiaires se sont retrouvés coincés ici. À Genève, j'ai eu vent, par exemple, du cas d'une stagiaire qui vient d'un pays du Sud, qui n'a pas pu partir et qui s'est retrouvée littéralement sans le sou, et pour laquelle nous avons dû venir en aide. Et je pense que son cas n'est pas un cas unique, puisque d'autres personnes se sont retrouvées dans cette même situation. Je voudrais parler un tout petit peu du soutien que nous avons eu de notre administration. Et puis, ne me méprenez pas, c'est pas parce que je suis une féministe et que je suis contente d'avoir aux Nations Unies une directrice générale qui soit une femme, mais je peux dire que nous avons eu la chance d'avoir en la personne de Madame Valovaya une directrice générale qui a suivi à la lettre, je dirais, les instructions du pays hôte, mais qui, en les suivant, a pris en compte les besoins de son personnel et a toujours privilégié la santé de son personnel. Donc, elle a toujours, dans ses messages, on s'est habitué, si vous voulez, c'est devenu les messages de chaque semaine. On attend tous les updates on the COVID situation. C'est devenu quelque chose qui fait partie de notre vie de fonctionnaire. Chaque semaine, on a un broadcast, donc une communication interne qui nous informe de ce qui a été décidé au niveau de l'État hôte, qui nous encourage, parce que comme je vous l'avais dit, pour certaines personnes, cette période n'était pas des plus faciles. Et Madame Valovaya, et là je lui tiens ma révérence, elle a vraiment mis le personnel, sa santé au cœur de tout, en nous encourageant à continuer à effectuer nos activités professionnelles pour aider l'organisation à continuer à délivrer sur son mandat tel qu'on le sait. Maintenant, je voudrais parler de la normalité. Alors, quelle est la normalité? Quand est-ce que la normalité va revenir? Je pense, et là c'est juste une petite parenthèse, vous savez, pendant la pandémie, le confinement, j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient, voilà, on va jamais revenir comme avant, c'est fini, notre manière de vivre va changer, notre manière d'interagir va changer, notre manière de travailler va changer. Alors, vous avez bien vu qu'après la levée des restrictions, la vie et en quelque sorte est revenue un peu à ce qu'elle était. Les gens se retrouvaient, les gens se regroupaient. Je ne parle pas là du contexte du travail parce que, comme je l'ai dit, on a toujours été très strict au Palais des Nations par rapport au respect de tout ce qui est imposé par l'État hôte, mais on a bien vu que l'être humain est revenu à ce qu'il est à la base et peut-être, voilà, ce n'est pas à cause de ça qu'on a eu une reprise des vagues, mais quelque part, ça explique que la nature humaine fait qu'on revient à ce qu'on est. Donc, la normalité pour nous, c'est quoi maintenant? Évidemment, et je pense qu'on est tous ceux aujourd'hui qui sont présents dans ce panel,
et puis qui nous écoutent espèrent au fond de leur cœur qu'en avril, avec le printemps, peut-être c'est les beaux jours, qu'on va sortir de ce gouffre, si je peux dire, et du tunnel. Donc évidemment, on a aujourd'hui la chance d'être dans un pays comme la Suisse, d'avoir aussi la France voisine, qui sont quand même des pays qui se permettent de mettre en place une bonne campagne de vaccination. Donc au fin fond de nous, on espère un retour à la normalité au printemps. Mais je pense que je vais être naïve ou que vous allez me traiter de naïve si je vais vous dire que le 1er avril, si tout va bien, parce que comme on voit, on ne sait pas du tout, personne n'a une boule de cristal pour prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Ben, je ne pense pas que le 1er avril, tous les délégués vont revenir pour se retrouver au Palais des Nations dans les conférences. Parce que, comme je l'ai dit, autant la Suisse, la France sont des pays qui ont une campagne de vaccination qui est mise en place, autant les campagnes de vaccination tardent à venir et aller vers les pays en développement. Cela veut dire que les délégués qui auraient dû voyager pour venir participer à des conférences ici à Genève vont devoir attendre un tout petit peu de temps avant de pouvoir le faire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'on ne va pas travailler? Non, certainement, on va travailler. Les conférences, il va y avoir des conférences avec des présences, peut-être des participations restreintes ou bien limitées, évidemment, en suivant les recommandations du pays hôte. Évidemment, on va continuer certaines conférences en ligne. Et là, j'aimerais juste dire que la normalité, ça va être une nouvelle normale, effectivement, pour nous, parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, un atelier de renforcement des capacités, capacity building, qui se donnait pour des participants de tous les pays du monde. Évidemment, il peut se donner en ligne. C'est pas la même chose que de se retrouver dans un pays, etc. Mais il peut se donner en ligne, contrairement à tout ce qui est négociation diplomatique et tout ce qui est négociation de haut niveau aux négociations politiques. Donc, cette normalité ne va pas être comme elle était à l'avance. Donc, on ne va pas retrouver peut-être la même chose. Mais je dirais, et de ce que je vois des réactions des fonctionnaires, on a tous envie de revenir à notre travail. On a tous envie d'être dans le palais qui est quand même, encore une fois, on est privilégié d'être dans un cadre de travail aussi unique, si je peux dire, ici et en comparaison aussi avec mes collègues qui travaillent dans des lieux éloignés, dans des conditions quand même qui sont très difficiles parce que très souvent, on a toujours cette envie de dire voilà le fonctionnaire international qui a les privilèges, mais je peux dire que voilà, on travaille, il y a des collègues à moi qui sont partout implantés dans des lieux très difficiles et chacun de nous travaille de manière ou d'une autre afin de venir en aide à notre organisation pour qu'elle puisse encore une fois répondre aux objectifs et au mandat qui lui a été assigné. Donc, il y a une chose aussi, donc la normalité, c'est à laquelle je dois absolument faire référence, c'est qu'avant même la pandémie, on avait des discussions qui se passaient au plus haut niveau de l'administration des Nations Unies par rapport au futur, de l'avenir du travail. Et puis, on parlait des arrangements contractuels. Donc, il est certain que maintenant, là, on a adopté le budget des Nations Unies. On avait beaucoup de craintes cette année que le budget ne soit pas adopté. Il a été adopté, mais les États membres ont, comme vous le pensez, demandé à l'administration de donner des informations par rapport aux leçons qui ont été tirées lors de cette période de télétravail. Et je crains effectivement, comme je vous l'ai dit, on a continué à travailler, mais en étant chez nous. Donc, est-ce que pour couper le budget, on va aller vers avoir justement des contrats qui vont être donnés à des gens en restant chez eux? Peut-être il va y avoir des tentatives de le faire. Et ce n'est pas parce que l'administration veut être méchante ou l'administration est contre le personnel. Le problème est qu'aujourd'hui, le budget de pays va être vraiment très impacté par la pandémie. Et puis, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une relève avant 2023. Si relève, il y aura en 2023. Donc, évidemment, payer pour les Nations Unies ne va pas être la priorité des États membres. Mais je voudrais dire que
cela n'est pas viable pour nous en tant que fonctionnaires. Pourquoi? Parce que on fait partie d'une organisation où on n'est pas des employés comme les employés d'une entreprise comme Google ou comme Microsoft. Nous faisons partie d'une organisation avec une conviction, un attachement aux valeurs que les Nations Unies se veulent de répandre partout dans le monde et pour lesquelles les Nations Unies quelque part existent. Donc il y a un esprit de corps, il y a un attachement à ce que est aujourd'hui être un fonctionnaire international et j'espère vraiment qu'on ne va pas avoir une diminution de la place de la fonction publique du fait des leçons tirées par la pandémie. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je sais qu'il y a mon collègue, son Excellence l'ambassadeur Ball, qui va prendre la parole. Je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et encore une fois, merci à Graysel de m'avoir invité à cette rencontre qui est très passionnante de par les sujets qu'elle traite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prisca. Oui, ce qui est important, c'est que c'est clair que il y a les limites de la technologie et il faut persévérer avec les relations de confiance, l'importance des rencontres informelles et tout ce qui se passe dans les couloirs et toutes nos activités sociales. Moi, je profitais un petit peu d'un petit travail qu'on a fait au sein du Perception Change. On a fait une infographie sur la réponse de UNOG en ce qui concerne justement les conférences. Donc, comme tu l'as très bien dit, Prisca, c'est-à-dire la directrice générale a pris des mesures exemplaires et elle a vraiment tout fait pour qu'on continue à travailler. Elle nous a dit que effectivement, elle nous a encouragés à rester à la maison, mais on était bienvenus de venir au palais travailler. Alors, ce qui s'est passé de juin à fin novembre, et ça c'est les chiffres qu'on a pu voir, c'est que il y a eu déjà 1252 réunions virtuelles et hybrides, avec ou sans interprétation, qui étaient organisées par l'ONU à Genève. Et durant la même période, 943 réunions en personne ont été organisées au palais. Dans le strict respect des mesures de précaution. Et on a effectivement aussi, et ça a été un petit peu dans tous les journaux, on a également accueilli plusieurs pourparlers pour la paix et événements politiques comme la Libye, la Syrie et l'Afghanistan. Donc on va essayer de continuer comme ça et évidemment du moment que quand la pandémie arrêtera, j'espère qu'on va revenir à une normale. On sera tous différents, mais c'est clair que la diplomatie doit rester la diplomatie. Et en parlant de diplomatie, donc je passe la parole à l'Excellence l'ambassadeur Salman Ball qui va nous présenter le point de vue du Centre d'accueil de la Genève internationale, le CAGI. Salman. Merci beaucoup, Aziadeh. Vous m'entendez? C'est OK? Oui. Mille merci à Graysel, surtout à Alejandro et à Manuela pour l'organisation de cet événement. Et merci beaucoup aux deux orateurs qui m'ont précédé pour les exposer, les éléments très intéressants et très enrichissants. C'est vraiment très intéressant de voir les différents aspects. Moi-même, je veux plutôt me concentrer sur quel était l'impact du Covid, de cette situation sur une petite entité comme le CAGI, 14 employés, une petite structure en face de cette situation. Et pour faire cela, je vais d'abord parler de ce qui est en fait, qu'est-ce qui est notre mission, qui est notre public cible. De là, je veux rapidement ensuite parler, c'était quoi le Covid pour nous au début, pour une petite entité comme nous. Comment est-ce qu'on a dû s'organiser, faire face, pour ensuite parler comment est-ce que ça a eu un impact sur notre travail concernant surtout nos deux publics cibles. Je dirais public cible d'un côté les employés de la Genève internationale, donc les individus, et de l'autre côté les ONG, les délégués de passage. Tout d'abord, avant de commencer, comme maintenant Prisca a parlé aussi M. Mimouni, cette phase de Covid, il y a vraiment eu, à mon avis, deux phases assez intéressantes. La première jusqu'en juin-juillet, peut-être août,
Moi, je me rappelle encore, en juillet, j'étais à une réception du club diplomatique où il y avait 200-300 personnes et les gens, c'était le premier événement après le confinement, le premier événement diplomatique. Tout le monde était bien bronzé, assez en forme, parce qu'on venait passer l'été. Les gens profitaient du temps pour balader, pour aller au soleil. Mais maintenant, 6 mois après, on voit Genève en novembre, gris, il fait froid, on ne peut pas vraiment se balader dehors, il fait noir. Je crois que tout ça, ça a vraiment joué un rôle très important sur notre psychologie et sur notre bien-être. Et c'est de cela, moi, je me réjouis que les jours commencent à devenir plus longs et qu'on va voir un peu plus de soleil. Ça va, j'espère, nous aider car le Covid va probablement rester encore un moment avec nous. Pour revenir au sujet, pour nous, au début, qu'au mois de mars, le confinement a été annoncé, on a dû d'abord nous organiser nous-mêmes à l'interne. Comment est-ce qu'on va faire maintenant de travailler depuis la maison? Petite entité, 14 personnes, 2 tiers des collègues n'avaient pas de laptop. Comment est-ce qu'on peut travailler sans laptop à nos jours depuis la maison? On est on était l'année passée en 2020. Donc, la première chose, c'était vraiment pour nous d'acquérir les outils techniques. Les outils techniques, on a heureusement eu le soutien du canton, qui est un des cofondateurs du KJ, et qui nous a donné des laptops, mais il n'y a pas toutes les ONG qui ont cette possibilité. Il n'y a pas toutes les associations qui ont cette possibilité. On a dû tout de suite mettre un système en place. Comment est-ce qu'on fait le télétravail à distance? Vu que 2 tiers n'avaient pas de laptop, ce n'était pas quelque chose qui était pratiqué et qu'on était à l'aise avec. On a dû aussi tout de suite faire de sorte, on avait quelques collègues qui, pour des raisons personnelles, souhaitaient venir encore au bureau. Donc, il fallait vraiment dire quelles mesures de sanitaire est-ce qu'on met en place. Pas plus qu'une personne en même temps dans le bureau, etc. Mais il faut que les gens s'y habituent. On avait l'habitude de venir au bureau, d'aller partager le café avec les autres, mais les collègues qui venaient au bureau parce qu'ils n'avaient pas des outils à la maison, outils techniques, ou bien qui disaient « je veux séparer vie privée, vie professionnelle », il fallait vraiment être un peu strict pour leur dire, on a maintenant une nouvelle situation, si vous venez, vous ne pouvez pas utiliser les transports publics. Tout ça, ça a pris du temps. Donc, au début, ça allait aussi parce que le fait qu'au début, avec le confinement total, on avait aussi moins de demandes d'une certaine manière. Donc, cette phase de quelques semaines au début nous a permis de nous préparer. Ensuite, ce qui était intéressant, quand je parle maintenant de notre public cible, une de nos missions, c'est d'aider, soutenir les employés de la Genève internationale, leur installation, intégration à Genève. Donc, c'est surtout les individus, les fonctionnaires des OI, les employés des ONG, des missions diplomatiques. Il y a 2-3 jours, j'ai demandé à ma collègue de faire les statistiques. C'était assez intéressant. Parce que moi, je m'attendais à une différence beaucoup plus importante, mais si on compare les nouveaux arrivants 2019-2020, en 2019, on avait à peu près 1500 nouveaux ménages arrivés à Genève, et en 2020, on avait 1200. Donc, il y avait une différence de 20%. Moi, je m'attendais à une différence beaucoup plus importante, pour dire la vérité. Donc, ces gens sont arrivés. C'est des gens auxquels nous, normalement, on offre notre soutien, on les aide. On a essayé de faire avec la situation. On a bien sûr essayé d'envoyer nos lettres de bienvenue, mais on ne savait pas s'ils les reçoivent parce que la plupart des gens travaillaient à la maison. Et les lettres étaient envoyées chez eux au bureau. On a essayé de faire des appels de bienvenue. Souvent, ils n'étaient pas au bureau. Malgré ça, ce qui était intéressant, quelques domaines d'activité, le travail pour nous n'a pas vraiment diminué. Pour vous donner des exemples, on avait des emails, des appels en disant j'aurais dû aller une mission au Darfour, j'avais donné le congé de mon appartement, mais maintenant je suis coincé à Genève, qu'est-ce que je fais? Je devrais quitter l'appartement dans 2 semaines.
ou bien quelqu'un d'autre qui disait j'aurais dû arriver de New York à Genève, commencer à Genève en juin, mais je ne peux pas faire, j'ai déjà le contrat de l'appartement, qu'est-ce que je fais? Donc, il y avait des situations très différentes et aussi des demandes qui n'ont pas vraiment diminué pour tout ce qui est des aspects pratiques. Ce qui a beaucoup diminué, c'est bien sûr l'organisation de nos événements sociaux, des excursions, des événements culturels. Ça a été très, très fortement touché. Normalement, on organise aussi une série de conférences à midi sur des thématiques différentes. On a dû switcher sur le online, ce qui est une nouveauté pour le KJ. On n'avait jamais fait. Donc, c'était aussi une phase d'expérience, expérimentée. Mais ce qui était intéressant, le nombre de participants était plus important que lors des conférences en présence. Mais bien sûr, l'interaction personnelle n'était pas, on ne peut pas le remplacer avec les conférences online. Un élément intéressant avec les conférences online, il y avait des gens en dehors de Genève qui ont participé. Quelqu'un qui était par exemple au Zimbabwe, qui a entendu parler de cette conférence et savait, dans 2 mois, je vais aller être en poste à Genève. Et c'est là où, pour nous, c'était la découverte sorte de cet instrument des événements online. Et j'en parlerai après pour l'avenir, mais pour nous, c'est clair, les conférences thématiques pour les employés de la Genève internationale, je ne crois pas qu'on se limitera dans l'avenir aux conférences en présence. Il y aura moins hybride. Aussi, au niveau, il fallait qu'on soit créatif. Quoi faire avec notre fête d'escalade. On l'a fait online. On a fait online, même avec un nouveau partenaire, la Migros. Et on a même réussi à faire de sorte de trouver un moyen comment les internationaux peuvent acquérir une marmite. On avait un dépliant de la Migros avec un bon pour aller chercher une marmite à la Migros. Même la Migros a joué le jeu pour faire connaître la marmite aux internationaux et nous a offert le tout. Et donc, c'était vraiment une situation où il fallait être créatif et pas dès le début dire non, c'est compliqué, on ne va pas faire. Et c'était pour nous très, très intéressant dans ce point de vue-là. On a aussi un réseau de bénévoles de la Fondation pour Genève. Eux aussi, malgré la situation Covid, ils sont venus dans nos bureaux en tout respectant les mesures sanitaires et nous ont aidés, ont contribué. Une autre, avant j'ai dit on a dû se réinventer. Beaucoup de vous connaissent le kiosque culturel au Palais des Nations. A vu qu'on avait du home office et il y avait une grande partie des gens au Palais des Nations qui travaillaient depuis la maison. On a commencé à faire des ventes online. Donc, depuis maintenant 2-3 mois, les fonctionnaires internationaux peuvent acheter des billets pour des cinémas, théâtres, concerts à des prix moins chers directement via email. Ce qui est aussi quelque chose de positif parce que quelqu'un qui travaille au CERN ne va pas se déplacer au Palais des Nations pour un billet d'un événement culturel. Mais là, on a réinventé, ça va être utile pour tout le monde. Donc, on a aussi, avant Alejandro, on mentionnait la bourse d'emploi des domestiques privés. Là aussi, on a dû nous ajuster. On a mis un système d'inscription online et on voit online. Donc, pour ce premier public cible qu'on a, les employés de la Genève internationale, cette crise nous a empêchés de faire le travail comme on l'aurait souhaité, nous a empêchés d'avoir les contacts personnels, mais nous a aussi forcé à nous réinventer. Et plusieurs éléments de cette réinvention, on va certainement les garder pour la phase après. Concernant toujours les nouveaux arrivants, la semaine passée, j'avais un appel avec un nouveau arrivant
qui vient d'arriver d'un pays du Golfe. Et quand il est, sa dernière station, pays du Golfe, il était en plein milieu des expats. Et quelqu'un qui vient avec cet esprit d'être entouré par des expats arrive au moment du Covid à Genève, où tout est fermé. Et c'est là où on a vu que j'ai vu que la personne était complètement perdue. Ne savait pas quoi faire, comment faire. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de gens dans cette situation qu'on pense. Et il y a aussi, bien sûr, l'élément de la langue. Sans Covid, cette personne aurait trouvé une communauté expat anglophone, mais maintenant, il est coincé à parler avec son voisin en français, ce qui est aussi bien, il va apprendre le français. Mais ce n'est pas la première chose qu'il avait en tête quand il est venu à Genève. Donc, il y a aussi ces éléments de comment est-ce que quelqu'un qui arrive de s'ajuster à un milieu auquel il n'est pas familiarisé avec. Notre deuxième groupe cible, c'est les ONG. Nous, on a un de nos services, on subventionne une partie des frais d'hôtel, d'hébergement pour des délégués de passage qui viennent à participer à des conférences internationales à Genève. Et 99% des délégués qui en profitent, c'est des délégués d'ONG. Bien sûr, avec le confinement, ça a chuté à zéro. Et c'est là où on a commencé à réfléchir qu'est-ce qui va se passer avec ces hôtels qui sont nos partenaires. Est-ce que ces hôtels vont survivre? Est-ce qu'après Covid, on pourra encore travailler avec eux? À nos jours, on subventionne à peu près 7500 nuitées d'hôtels par année. C'est rien. Et comment est-ce qu'on peut garantir avoir la coopération avec ces hôtels partenaires pour continuer la coopération? Mais plus important, le but de ce soutien, c'est de garantir, de soutenir une participation diverse aux discussions à Genève, sorte que tout le monde puisse venir à Genève et ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, qu'on puisse les aider pour l'hébergement. Maintenant, Prisca a parlé avant des événements online, Asiade les a mentionnés. Comment est-ce que dans la situation actuelle, on peut soutenir la participation diverse aux discussions à Genève? Il y a beaucoup de délégués qui venaient des 4 coins du monde où il y a peu Internet. Et s'il y a Internet, une très mauvaise connexion. Mais leur voix au sein du Palais des Nations est importante. Et avec le soutien de ces subventions hôtelières, on garantissait, on contribuait à la présence de ces voix. Et là, actuellement, on est en train de réfléchir, mais comment est-ce qu'on peut assurer cette voix dans la discussion à Genève? Et on n'a pas encore la réponse. À ce moment-là, mes collègues, on est en train de consulter les ONG, les délégués, de dire, mais qu'est-ce que vous avez besoin pour être entendu à Genève? Vu qu'actuellement, vous ne pouvez pas venir. Un autre soutien concernant les ONG, on a tout de suite créé sur notre site Internet une page avec toutes les informations concernant les décisions qui ont été prises par la Confédération, par le canton, autour de la question du Covid pour que les ONG qui doivent respecter le droit suisse puissent trouver l'ensemble des questions et des réponses à leurs questions là-bas. Et c'était une grande partie des questions concernait vraiment le temps, la réduction de l'horaire de travail et les indemnités. Comment est-ce que les ONG peuvent faire postuler auprès des autorités? Et on avait aussi des questions, le télétravail pour les ONG, quelles sont les règles en Suisse, quelles sont les lois, qu'est-ce qui doit être respecté. Donc, là aussi, on a vu que ce lien que nous, en faisons entre la Genève internationale et locale, sauf que les ONG qui ne connaissaient peut-être pas tous les détails du droit suisse, quels impacts est-ce que ça a eu? Ensuite,
tout au mois de mai, début de mai, on a fait un sondage auprès des ONG. On leur a posé la question, quel impact est-ce que le Covid, quel est l'impact sur votre travail, qu'est-ce que vous sentez? Le questionnaire, les réponses sont sur notre site Internet. Ce qui était intéressant, la plupart, au mois de mai, on dit oui, on sent l'impact, mais ça va encore, on a peur pour 2021. Et nous, dans 2-3 semaines, on va lancer un nouveau sondage auprès des mêmes ONG pour voir quelle était la suite. Et c'est là où j'ai un peu craint que, vu les restrictions budgétaires au niveau mondial, quel va être l'impact sur les ONG. On peut après, dans la question-réponse partie, en discuter, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un autre élément que j'aimerais bien souligner, nous, on a profité de cette phase de Covid pour renforcer notre communication. Probablement, peut-être d'autres entités avec notre taille ont aussi profité, mais par exemple, la mise à jour du site Internet, notre tweet, en coopération avec la mission suisse, on a transmis beaucoup d'informations liées à Covid, direct, sans grand retard. On a, par exemple, ajusté notre weekly email pour y avoir plus d'événements sorties famille dans la campagne, pas seulement théâtre, cinéma, mais aussi le loisir. On a mis pas mal d'informations où acheter des produits terroirs, où est-ce qu'il y a des produits locaux. C'est ce qui était intéressant. Tout ça a eu pas mal d'intérêt auprès des gens. Et là, on a senti qu'il y a vraiment une soif de la part des internationaux de se connaître plus sur ce qui existe juste à côté de chez moi. Là, juste pour un peu comment nous, on voit l'avenir, le retour à la normalité, oui, il y aura un retour, mais il sera un tout petit peu différent. Pour nous, différent, surtout qu'une grande partie de nos événements, on va certainement faire hybride. On voit aussi qu'on met les vidéos sur notre site Internet, combien de gens vont les voir après l'événement. On va certainement avoir une concentration plus importante sur tout ce qui est informatique technique. Le télétravail qu'on a introduit sera certainement généralisé et formalisé. Et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la question que j'ai mentionnée il y a quelques minutes. Comment peut-on soutenir les ONG, les délégués d'ONG qui ne peuvent pas venir ici actuellement à Genève? Comment est-ce qu'on peut les soutenir pour que leur voix soit entendue? C'est quand même un acteur important de la Genève internationale, les ONG. Il y a Priska qui a dit la diplomatie asiatique là aussi dit ne peut pas se faire online. Moi, j'ai l'impression, quelques événements que moi j'appelle un peu des événements de bazar, où c'est plutôt l'idée, on va à bazar pour rencontrer d'autres gens, pour le networking. Ça, j'imagine, ça se peut faire au niveau hybride, mais tout ce qui est négociation, tout ce qui est discussion des rapports du comité des droits de l'homme, du comité de l'enfant, ça, je ne crois pas qu'on arrivera à faire. Donc, dans ce sens-là, on est trop loin de la diplomatie purement digitale. La diplomatie in-person, ça va rester plus longtemps qu'on pensait. Ça me rappelle un peu au moment où le fax a été, où le téléfax a été inventé. On disait que c'était la fin des diplomates. Ben non, 100 ans après, on est encore là. Je termine. Merci beaucoup, Salman. Donc, quelque part, la diplomatie est immune à la Covid. Donc, non, merci beaucoup pour vos présentations. On a pas mal de questions sur le chat, donc on va les poser là. Et je pense que l'avantage d'être un groupe pas trop grand, on pourra prendre les questions directement aussi. On a vu vraiment, enfin, de l'exemple très précis de l'expat qui arrive et qui se sent perdu, et finalement la créativité en faisant un lien avec la Migros et en passant à s'occuper vraiment de la communauté genevoise en tant que telle, et aussi les grandes conférences, enfin assurer les conférences internationales. Donc je pense qu'on a touché à tous les points. Je vais commencer. Ça va, Manuela, si je commence par des questions qui sont dans le chat? Vas-y.
Donc, Monsieur Cochet nous demande que sachant que l'organisation de webinaires a eu tendance à s'intensifier durant toute l'année 2020 et encore en 2021, est-ce que cela ne met-il pas en péril l'organisation de conférences internationales en présentiel à Genève et de ce fait de réduire considérablement le flux des délégués internationaux y participant? Est-ce qu'on pourra encore compter sur la venue des délégués à venir? Alors, je ne sais pas, Priska, Salman, vous voulez répondre à cette question? Priska? Oui, si je peux me permettre, donc merci. C'est effectivement, j'ai déjà évoqué cela et je pense que Son Excellence l'ambassadeur Salman et Madame Potier aussi ont mentionné cela. C'est un leurre de penser que tout peut se passer en ligne, qu'il ne va pas y avoir des délégués qui vont venir à Genève. Moi, je vois ici, parce qu'en tant qu'interprète, évidemment, je n'étais pas au sein de la diplomatie active, mais j'étais une grande observatrice et je connais la diplomatie. Alors, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe dans les salles du palais, qu'est-ce qui se passe dans les couloirs du palais. Et puis, au bout du compte, les Nations Unies, comme je l'ai déjà dit, c'est là où on a tout, on résout les problèmes politiques, on parle de développement, on parle de santé, donc je ne vois pas comment on va pouvoir perdurer ou comment on va continuer sans la venue des délégués ici. Et comme on le sait, il y a plein de choses, vous savez, quand vous regardez les photos des pandémies de la grippe espagnole ou d'autres pandémies, vous voyez on dirait qu'on est maintenant. On mettait tous des masques et puis on s'est retrouvés et la vie n'a pas changé. Et je dirais les conférences, l'ONU ne peut pas vivre sans les conférences. Donc pour moi, je ne me ferai pas de crainte. Oui, je me ferai des craintes. Comment ces pays maintenant vont pouvoir financer. Et puis, Son Excellence l'ambassadeur Ball a mentionné quelque chose de très important. C'est que oui, aujourd'hui, les choses se font en ligne pour ceux qui ont les moyens d'avoir une bonne connexion. Moi-même, je suis libanaise et dernièrement, j'ai dû avoir une conférence à partir de Beyrouth. Eh bien, je peux vous dire, quoique ça ne soit pas vraiment peut-être un pays qui a beaucoup de peine, mais je peux vous dire que ce n'était pas évident avec les connexions. Donc, penser qu'on va continuer en ligne, je ne pense pas. Certaines activités, le temps qu'on puisse se relever, vont se passer en ligne, certaines réunions, mais il ne faut pas, pour moi, et peut-être je me trompe, mais il ne faut pas tellement se faire de soucis pour l'avenir des conférences à Genève. Voilà, c'est mon point de vue personnel et qui est d'ailleurs partagé par beaucoup de collègues avec qui je parle et qui sont derrière tout ce qui est diplomatie et appui pour les conférences à Genève. Merci. Alors, j'ai une question pour Salman Ball ici, de Gabriel Colère, sur la société civile qui est très préoccupée. Et est-ce que les négociations directes avec les délégués maintenant sont affaiblies, maintenant que les négociations directes sont affaiblies, non? On est bien d'accord pour les mesures sanitaires, mais en même temps, la crise budgétaire du système ONU et ajouter la pandémie rendre le travail des ONG très difficile. Est-ce qu'il faut vraiment se préoccuper de ce point-là? Je dirais qu'on a fait le sondage au mois de mai. Une des préoccupations des ONG, c'était qu'ils n'avaient plus la possibilité de faire, je ne sais maintenant pas le mot en français, advocacy. C'est-à-dire, il y a une conférence et un délégué ONG prend un délégué gouvernemental, ils vont au Café Serpent, au bar Serpent, il fait du lobbying. Et ça, c'est un élément crucial qui manque. Mais pas seulement pour les ONG, ça manque aussi pour les gouvernements. Et c'est ça qui va être, et c'est pour ça que moi, je ne suis pas convaincu que les négociations vont se limiter au online, parce que ça va être beaucoup plus difficile de trouver un compromis online s'il n'y a pas un délégué d'un pays qui a un autre point de vue avec lequel on peut aller rapidement au bar Serpent pour discuter les différences. Online, ça va être beaucoup plus difficile. Bien sûr, on peut faire des SMS avec le délégué qui a une autre opinion, mais le personnel ne peut pas remplacer ça. Donc, moi, j'ai l'impression, oui, le advocacy a été indiqué par les ONG, mais c'est aussi pour les gouvernements. Donc, de trouver un compromis, de convaincre quelqu'un de son point de vue, ça va être, au niveau online, c'est très difficile. Un autre élément que je trouve aussi intéressant, c'est que
j'ai lu quelque part que le online, c'était aussi quelquefois sorte une démocratisation du multilatéralisme, parce que vraiment chaque pays petit ou grand a une voix forte. Tandis que dans une salle de conférence, bien sûr, les grands pays avec plus de délégués ont plus de possibilités de faire du lobbying. Donc, il y a aussi cet élément qui peut-être que la vérité est entre les deux quelque part. La crise budgétaire, moi, je pense qu'il y aura un impact. Maintenant, quel impact? Difficile à dire. Ce qu'il faut aussi soulever, quand je regarde des chiffres en 2020, malgré la situation, on a plusieurs ONG qui sont venues à Genève, nouveaux ONG qui viennent de s'installer à Genève. Donc, oui, on parle de la crise budgétaire, de l'impact, mais en même temps, on a des nouvelles ONG qui arrivent à Genève. Et cela montre que oui, il y a probablement les deux. Ce qui va être intéressant, le sondage que j'ai mentionné qu'on va faire dans 2-3 semaines, là, on aura probablement quelques indices. Et je vous invite vraiment à suivre un peu les résultats de ces sondages. Une fois terminé, on va certainement essayer de faire avec d'autres acteurs une conférence de presse pour présenter les résultats. Et là, on aura plus d'éléments. Mais je crois que oui, l'élément budgétaire, il sera là. Nous, par exemple, un de nos membres nous a quittés. Et j'imagine que c'était une raison budgétaire. Et je crois que ça va arriver aussi à d'autres acteurs. Merci Salman. J'ai une question pour Monsieur Mimouni. On parle beaucoup de la Genève multilatérale, mais il y a un mot qui apparaît de plus en plus, c'est celui de la Genève, ou d'un monde plus multidimensionnel. Alors, est-ce que vous souhaiteriez une Genève plus multidimensionnelle? Et là, je me réfère à une Genève internationale qui n'est pas seulement une Genève internationale d'organisations internationales, de ONG, mais on a aussi la recherche, on a aussi l'académie, on a aussi les sociétés privées. Alors, est-ce que Genève est bien positionnée pour travailler en réseau, maintenant qu'on parle de plus en plus de ce travail en réseau? Oui, c'est une question vraiment très intéressante. Alors oui, effectivement, je pense qu'on est tout à fait partant, je dirais, au niveau de l'administration pour nouer les liens. Moi, je pense que cette crise Covid, notamment, elle nous a permis de nouer des liens typiquement avec les Médecins sans frontières. C'était un peu étonnant, mais effectivement, ils nous ont vraiment aidés dans la gestion de la crise sociale. Il y a énormément de compétences du côté de la Genève internationale. Vraiment, c'est extrêmement riche. Et c'est très porteur vraiment d'une dynamique pour nous en tant que cité. Et c'est au cœur même de l'identité, j'ai envie de dire, de Genève, que d'être vraiment avec cette vision internationale. Et donc oui, il faut la développer, oui, il faut innover, oui, il faut développer des partenariats et des liens avec non seulement le système des Nations Unies, mais plus largement avec les multinationales ou le champ de la recherche scientifique, oui. Mais comme le relevait une fois, je crois, un politicien genevois, Internet a été créé au CERN et l'argent a été fait dans la Silicon Valley. Et il serait vraiment bien, effectivement, de maintenir et de développer les liens entre ces deux mondes, mais qui, je crois, dialoguent bien. En tout cas, nous, on l'a vu dans le cadre du contexte Covid, vraiment, le lien s'est fait de manière très naturelle. Oui, effectivement. Merci. Je reprends une autre question du chat qui est pour Prisca et pour moi aussi, mais je vais la laisser à Prisca. Donc, on a parlé des consultants et des stagiaires. Donc, Federica Bertaccini voudrait savoir s'il y a un impact sur le recrutement et la continuation des contrats dans l'ONU, et si on a déjà des chiffres sur ça. Et le fait que c'est bien connu aussi que beaucoup de recrutements ont été annulés au milieu du procès du procès de recrutement à cause d'une redirection des fonds sur l'émergence et parce que les pays donateurs ont changé leurs priorités. Est-ce que ces fonctionnaires ont perdu leur travail à cause de la pandémie? Et après, on sait aussi que les fonctionnaires des Nations Unies n'ont pas accès à des amortisseurs sociaux comme les prestations de chômage. Comment l'ONU et l'ONU sont en train de faire face à cette situation dans ce moment?
Donc, merci Federica pour cette question. Moi, je voudrais juste spécifier que les Nations Unies font face à une crise de liquidité qui est différente d'une crise de budget depuis bien avant la pandémie. La crise de liquidité, comme vous le savez, c'est qu'il y a des pays qui sont retardataires par rapport au paiement de leurs contributions. Jusqu'à maintenant, on n'a pas commencé de parler d'une crise budgétaire aux Nations Unies. Cela dit, suite à cette crise de liquidité, le secrétaire général a décidé au 1er avril 2020 d'avoir un gel du recrutement, comme vous l'avez très bien mentionné, qui fait que plus personne ne peut être recruté à part sur des fonds extra-budgétaires, parce que sa priorité est effectivement de payer les fonctionnaires qui sont déjà recrutés. Et donc, oui, il y a plein de processus qui avaient commencé, ils ont été gelés. Il y a maintenant, si vous allez sur le site de l'ONU, vous allez voir, il y a des postes qui sont affichés parce qu'on peut faire tout le processus de recrutement, mais on ne peut pas sélectionner la personne. Donc, vous pouvez être interviewé, mais vous n'allez pas être recruté. Et là, je crains que cette crise de liquidité ne se transforme en crise budgétaire. Et puis, les premières informations qu'on a reçues nous font dire que le gel va rester en 2021, du moins. Et puis, on ne voit pas quand est-ce qu'il va être levé parce que, comme je vous ai dit, cette crise de liquidité est maintenant exacerbée par un risque de crise budgétaire parce que je ne pense pas, encore une fois, que l'ONU va rester à l'abri de ces crises. Et puis, comme je l'ai dit, les pays, effectivement, vont avoir la priorité de payer pour leur propre économie et leurs propres citoyens pour les relever à cause des effets du chômage qui s'est mis en place. Et comme vous le savez, maintenant, on dit que même en 2021, on ne sent pas encore l'impact économique de la pandémie, ça sera en 2022. Donc oui, on est rentré dans une période qui est difficile. À un certain moment dans l'histoire des Nations Unies, il y a eu un gel qui est resté 7 ans. Donc 7 ans. Je ne m'attends pas à ce qu'on parte sur 7 ans, mais je ne m'attends pas à ce que les choses se débloquent dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent. Mais peut-être je me trompe et j'espère qu'être pessimiste et que l'optimiste va être au rendez-vous. Voilà, merci. Merci. Moi, j'ai essayé de répondre par rapport aux stagiaires. Nous, en tout cas, dans le bureau de la directrice générale, on continue à recruter des stagiaires. Même s'ils ne sont pas en présence tout le temps, vous avez vu qu'il y a pas mal d'agences de l'ONU aussi qui sont en train de recruter des stagiaires online. Donc, bon, voilà, on essaie d'être créatif, inventif et au moins essayer de trouver des solutions pour eux aussi. J'ai une question de Virginia Guerrero concernant les seniors et les retraités locaux et les anciens fonctionnaires à la retraite. Qui sont des populations vulnérables dont on parle beaucoup de point de vue de facilité. Enfin, on parle pas beaucoup du point de vue de facilité et d'aide. Est-ce que les panélistes peuvent en parler? Quelqu'un veut répondre? Monsieur Mimouni pour Genève. Oui, alors volontiers. Donc, nous avons donc relancé notre plan de solidarité communale au début de la 2e phase Covid. Donc, maintenant, il est en place. Donc, ça veut dire qu'en termes de facilité, en tout cas pour les aînés qui ne souhaitent pas sortir, on a un système de livraison des repas à domicile, alors en partenariat avec l'Institut de maintien à domicile. Vous pouvez également formuler une demande auprès de notre partenaire, la Croix-Rouge genevoise, avec qui nous avons conclu un contrat de partenariat pour également avoir des courses livrées à domicile. Également, tout ce qui touche aux médicaments, ils peuvent également être pris par la Croix-Rouge genevoise avec une délégation sur ordonnance auprès des pharmacies. Pour les personnes qui sont en situation sociale compliquée ou difficile, ou les personnes isolées également, donc il est possible de s'inscrire à notre ligne de solidarité communale. Et là, en fait, vous pouvez avoir un appel une fois par semaine pour garder le lien et assurer un peu un suivi de notre part. Voilà ce qui est prévu. Il y a également tout un programme de visite à domicile avec la Croix-Rouge genevoise. Alors, c'est un peu compliqué en temps de Covid de le déployer, mais en tout cas, sachez que la ville de Genève également prévoit des visites à domicile si les personnes le souhaitent en partenariat avec la Croix-Rouge genevoise. Voilà ce qui est en place aujourd'hui. Là, je parlais vraiment en tout cas des aspects liés à la ville, évidemment. Je pense qu'en ce qui concerne la campagne de vaccination, la communication a été faite. Je suppose que vous êtes tous informés des différentes mesures cantonales
et du lancement de cette campagne qui a débuté début janvier, voire même en fin d'année dernière. Merci beaucoup. Virginia, vous voulez une réponse de la part de Prisca? Oui, moi, je voudrais dire que voilà, j'ai toujours, vous savez, de par ma fonction, parfois je rencontre des retraités qui sont actifs encore à Loon Smith. Et je trouve que c'est très regrettable que le jour où on part de l'ONU, le lien se coupe entre les fonctionnaires qui travaillent et les retraités qui ont quand même passé des années et qui ont beaucoup apporté aux Nations Unies. Et j'estime que des associations comme Graycell et aussi, par exemple, la FAFIX et l'AFIX, qui sont les associations des anciens fonctionnaires de la Genève internationale, jouent un rôle très, très, très important. Mais j'aurais souhaité, pour être honnête, qu'il y ait toujours ce lien entre les fonctionnaires actuels et les retraités, et d'où un tout petit peu, je pense, voilà, Alejandro et Emanuela, vous êtes d'accord, ce partenariat avec notre magazine du personnel, et en fait une tentative de garder ce lien, parce que j'estime, moi personnellement, j'ai appris de ceux qui étaient plus âgés que moi et qui avaient plus d'expérience et qui sont partis de l'organisation, et je pense c'est un peu dommage qu'on puisse pas rester tous dans une communauté ensemble. Maintenant, vous avez vu, avec le développement des médias sociaux, on a créé, par exemple, sur Facebook, le UN Geneva Community, où il y a beaucoup de retraités. On a d'autres, le Current and Former UN Staff Member, où il y a quand même un lien. Mais je dirais le lien par les médias sociaux n'est pas le lien qui est le meilleur. Voilà. Donc, c'est dans le cadre de mon mandat, j'ai essayé de répondre à la question. Merci. Merci beaucoup, Prisca. On est déjà à 18h36, donc avant de passer à la conclusion que, Alejandro va nous donner, je voulais faire, il y a un commentaire de Monsieur Cochet qui est assez intéressant. Avons-nous une idée de l'impact de la pandémie sur la dynamique développée autour des ODD? Quels ajustements y aura-t-il? J'imagine qu'on n'aura pas le temps d'y répondre, mais la bonne idée ici, c'est un 18e ODD, donc à réfléchir. Maintenant, moi, j'aimerais bien demander aux trois panélistes, on sait en général que dans une crise, il y a toujours une opportunité. Donc, est-ce que je pourrais vous demander à chacun d'entre vous quels sont les aspects positifs que vous voyez, quelles sont les opportunités que vous voyez malgré cette situation très difficile? Donc, je vais commencer par Salman, s'il vous plaît. Merci, Aziadeh. En fait, mon premier point, l'opportunité, c'est un peu lié à la dernière question à laquelle Prisca et M. Mimouni ont répondu. C'est connaître son voisin. Je trouvais assez intéressant, au début du confinement au mois de mars, tout d'un coup, dans notre boîte aux lettres, il y avait une petite note, quelqu'un qui habitait dans la rue, qui a mis si vous avez besoin de l'aide, pour aller faire des achats ou quelque chose comme ça, voici mon numéro, je suis le voisin au numéro XY. J'ai l'impression que ce confinement a vraiment contribuer à ce fait de connaître son voisinage, de connaître qu'est-ce qui est autour de moi. Moi, on ne doit pas aller toujours en vacances au Fidji ou je ne sais pas où. On fait des vacances, des balades dans son quartier. Et je crois pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose de positif, d'apprendre qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans le voisinage qu'on le croit. Pour moi, l'autre élément positif, c'était quand j'ai parlé du CAGI, c'est cette réinvention, s'ajuster avec l'équipement pour être plus moderne dans la communication. Cette essor, vraiment, ça nous a forcé de faire un pas peut-être dans 2 mois que sinon on aurait fait dans 2-3 ans. Et ça, c'est ça ce que je trouvais intéressant. Et pour moi, ce qui peut être le point le plus important, jusqu'au moment du Covid, je crois que tout le monde disait oui, high-tech, intelligence artificielle, c'est l'avenir, youhou, on y va, blockchain, c'est une machin truc. Maintenant, les gens ont ras-le-bol, excusez-moi l'expression, de ces événements online. Tout le monde veut le personnel, le présentiel. Tout d'un coup, on a découvert l'être humain. Et c'est ça ce que je trouve
vraiment quelque chose de fabuleux. On a vu tout d'un coup que le contact humain est beaucoup plus important que l'invention la plus importante de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Salman. Prisca, les éléments positifs. Alors là, je vais répondre avec deux leçons. Moi, je pense que bon, tu m'as prise un tout petit peu de cours, mais j'ai deux leçons, je pense, qu'on a apprises, ou deux côtés positifs de cette crise. La première, c'est qu'on a pu établir un lien avec la Genève locale. Tu as parlé de la Genève multidimensionnelle. Moi, je parlerai de la Genève parce on s'est habitué à Genève internationale en face de la Genève locale. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'on est des gens de différentes cultures qui venons travailler ici. Certains ont toujours la difficulté de la langue, qui ne parlent pas le français. Et effectivement, l'intégration peut être un problème. Mais je pense que cette pandémie nous a fait sentir que nous sommes un dans la Genève, qu'il n'y a pas de différence. Et d'autant plus qu'on a suivi toutes les instructions, tout ce qui est sorti de l'État hôte. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus intéressés par la vie locale. Un autre aspect positif, toujours ce lien entre la Genève internationale et la Genève locale, c'est qu'on s'est réveillé un jour pour dire, voilà, cette Genève qu'on croit être une ville riche, comme M. Mimouni l'a dit, a des gens quand même qui sont défavorisés. Et encore une fois, je suis fière de mes collègues qui se sont rassemblés pour donner, oui, c'est pas énorme, 40 000 francs, mais ça reste qu'on a pensé, on a voulu établir ces liens. Et puis, je peux vous dire, la personne en charge de partage, elle a insisté absolument pour qu'on aille pour une photo avec le chèque pour dire que voilà, il y a ce lien entre la Genève internationale et la Genève locale, et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Et puis une chose côté fonctionnaire, comme l'a dit aussi l'ambassadeur Ball, c'est que apprécier ses collègues, parce que très souvent on se dit voilà, je viens ici, j'ai pas envie, puis on a appris qu'on avait besoin de travailler en équipe, on a besoin de se voir, on a besoin d'avoir l'humain. Et puis je vois aussi sur Facebook, bon c'est pas là, je dirais le retour, mais plein de gens ont envie de retourner au palais parce que, je le répète, on a de la chance d'être dans un endroit de travail qui est le Palais des Nations et dans une ville qui est Genève. Et je pense, parfois, on tend à l'oublier, à rentrer un tout petit peu dans sa vie ou dans son train-train quotidien, mais cette pandémie nous a fait nous réveiller et nous dire, je suis privilégié de travailler pour une organisation comme les Nations Unies, pour travailler dans un cadre de travail qui est celui du Palais et dans une ville qui est Genève et un pays qui est la Suisse. Donc je pense que ça a été vraiment un réveil pour beaucoup de personnes qui ne se seraient pas passées si la pandémie ne s'était pas passée. Voilà, merci. Merci beaucoup, Prisca. Je fais partie de ce groupe. C'est clair, je me rends compte de ça tous les jours. Monsieur Mimouni, s'il vous plaît. Oui, je rejoins mes préopinants et je remercie pour les commentaires qui ont été faits. Vraiment, je crois qu'on a de très belles leçons et c'est vrai, c'est bien de terminer sur une note positive. Je vous remercie. Premier point pour moi, de notre point de vue, ça a été vraiment la solidarité qui s'est dégagée, qui était extraordinaire, des Genevois, de la communauté internationale. C'était vraiment exceptionnel. Et on s'est senti porté par cet élan de solidarité. Et ça a facilité notre travail. On a senti qu'on avait une assise, non seulement des autorités politiques, mais également de la population qui s'est mobilisée. Ça nous a vraiment beaucoup touchés. Ces bénévoles, il y en avait 800 qui se sont inscrits. On devait refuser les gens qui voulaient aider. Donc, ce sens de la solidarité, il est là, il est présent et il est porteur de beaux projets pour l'avenir et de belles réponses. Ça nous a permis, comme ça a été mentionné également, de nouer des liens avec la communauté internationale et vraiment de travailler ensemble. Et puis pour nous, ce qui était vraiment aussi essentiel, c'est d'avoir pu avoir accès à des populations qui sont en difficulté, qui sont un peu invisibles. On a visibilisé finalement des enjeux sociaux et on a conduit des études là-dessus. Et maintenant, on va penser à des politiques sociales, des politiques publiques qui vont pouvoir peut-être mieux intégrer cette fragilité et cette vulnérabilité pour plus de solidarité dans le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci vraiment beaucoup à nos trois panélistes. Merci beaucoup à tous les participants et pour toutes vos questions, pour toutes les réponses. Et je voudrais laisser le mot de la fin à Alejandro. Ton micro. Bon, merci beaucoup à Siyadé, merci beaucoup à nos panélistes, Serge Mimouni, Prisca Chaoui, Salman Ball, et toi Siyadé en tant que modératrice.
Vous savez, on a eu une séance vraiment très, très riche. Il me semble qu'on aurait pu continuer à discuter, à échanger des sujets vraiment très importants pour la ville et pour nous tous. Vous savez toucher les réactions institutionnelles, l'impact personnel, l'impact social, l'impact humain. Vous avez parlé des technologies, de l'adaptation, de la nouvelle normalité, le Covid. Tout va changer et nous, surtout notre appréciation de ce qu'il faut faire et de nos priorités. Je rejoins toujours Darwin, ce n'est pas les plus forts, ce n'est pas les plus intelligents, c'est ceux qui s'adaptent le mieux qui survivent. Et je suis sûr, je suis optimiste que la Genève internationale et les Nations unies sont en train de s'adapter. Et bon, alors je finis avec ça et avec peut-être une petite pub. On aura un Great Talk dans quelques jours, le 25 janvier, sur le sujet de l'intégrité électorale, avec Declan O'Brien de la Fondation Kofi Annan, qui est un expert des questions électorales, responsable des questions électorales, et avec Don Nguyen Hu, qui est un consultant conseiller du gouvernement de Mexique, qui depuis la ville de Mexico va nous rejoindre. Ils sont des experts qui vont toucher ce sujet, que ce n'est pas parce qu'il y a des élections et des votes très importants aux États-Unis qui sont importants, ils sont importants partout dans le monde, les questions électorales, la transparence et électorale. Alors, vous allez recevoir l'invitation à ce Great Talk dans quelques jours. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.